Elle chantait les lumières vibrantes et les rêves envoûtants de Downtown, mais l'histoire véritable de Petula Clark restait tapie dans l'ombre, derrière un sourire éclatant et des mélodies intemporelles. À 92 ans, Petula Clark, l'enfant prodige devenu icône pop mondiale, a captivé des générations avec une voix qui semblait scintiller à travers les décennies de bouleversements. De ses performances royales sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale au sommet des hit-parades en Europe et en Amérique, elle était une présence lumineuse dans un monde souvent sombre. Pourtant, derrière les chansons légendaires et le glamour se cachait une vie privée marquée par un amour passionné, des sacrifices déchirants et une vérité indicible qu'elle a portée en silence pendant des années. Dans cet épisode spécial de Hollywood Inside, nous explorons le parcours extraordinaire de Petula Clark. Une enfant star née sous les sirènes des raids aériens, une pionnière de la pop mondiale, une mère confrontée à la culpabilité, et une femme qui, à l'aube de ses 92 ans, dévoile enfin son monde intérieur. Likers, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger dans cette saga captivante, mon pote. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'une voix qui a illuminé le monde et d'une femme qui a appris à se connaître au-delà des projecteurs. Petula Clark, née Sally Olwen Clark le 15 novembre 1932 à Epsom, dans le Surrey, à quelques kilomètres de Londres, grandit dans l'ombre menaçante de la Seconde Guerre mondiale. À 7 ans, lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne en 1939, sa vie bascule. Les sirènes des raids aériens, les tickets de rationnement et les masques à gaz deviennent le quotidien des enfants britanniques. Mais pour Petula, une lumière émerge, une voix capable de percer la peur comme un rayon de soleil. Je chantais pour oublier les bombes, pour apporter un peu de chaleur, confiera-t-elle dans une interview des années 1980. Son père, Leslie Clark, infirmier de métier et passionné de spectacle, décèle son talent dès son plus jeune âge. Il la pousse vers la scène, non pour la gloire, mais pour offrir de l'espoir à une nation en guerre. Mon père disait que ma voix pouvait guérir les cœurs, dira-t-elle. En 1942, à seulement 9 ans, Petula est invitée à chanter pour une émission de la BBC visant à remonter le moral des troupes. Lors d'un raid aérien, le studio est menacé, mais la petite Petula, imperturbable, propose de chanter a cappella. Son interprétation de Mictilac à Rose captive les auditeurs, diffusée malgré le chaos. Ce soir-là, j'ai compris que chanter était plus qu'un jeu, c'était une mission, racontera-t-elle. Ce moment marque la naissance d'une étoile. Pendant la guerre, Petula se produit dans plus de 500 émissions radiophoniques, souvent depuis des abris anti-aériens ou des camps militaires. Les soldats, touchés par sa voix cristalline, la surnomment la chérie chantante, et la BBC la compare à Shirley Temple, l'appelant la Shirley Temple britannique. Mais ce surnom, bien qu'affectueux, ne la définit pas. Contrairement à d'autres enfants stars qui s'effacent après la guerre, Petula transforme cette notoriété précoce en une carrière durable. À 12 ans, elle fait ses débuts au cinéma dans Medal for a General, 1944, jouant une écolière qui redonne espoir à un général à la retraite. Ce rôle reflète son impact réel, apporter du réconfort à un pays meurtri. Au cours des années 1940, elle enchaîne plus de 20 films, dont la série Huguette Family, partageant l'écran avec des acteurs comme David Niven et Trevor Howard. Le cinéma était une aventure, mais la musique était mon cœur, dira-t-elle. En 1949, à 17 ans, Petula enregistre son premier single commercial, puis Your Shoes son, Lucy, sous le label Polygon, créé par son père et Alan Freeman pour promouvoir sa carrière. Cette initiative révèle une facette méconnue. Petula, bien plus qu'une interprète, est une femme d'affaires visionnaire. Je voulais être maître de mon destin, pas une marionnette, expliquera-t-elle. Polygon est absorbé par Pi Records en 1955, où elle restera pendant près de 2 décennies, posant les bases de son empire musical. Ses débuts, marqués par la guerre et la discipline, forgent une résilience qui la portera tout au long de sa vie. Au début des années 1950, Petula Clark transcende les frontières grâce à ses talents linguistiques exceptionnels. Couramment anglophone, francophone, germanophone et italophone, elle enregistre des chansons dans plusieurs langues, une prouesse rare même parmi les stars européennes. Son single The Little Showmaker, 1954, devient un succès en Australie, ouvrant les portes d'un public international. Chanter en français ou en italien, c'était comme tisser un lien avec chaque culture, dira-t-elle. Cette polyvalence, alliée à son charisme naturel, la propulse sur la scène mondiale. Mais la célébrité a un coût.
Petula n'a jamais connu une enfance ordinaire. Pendant que ses camarades jouaient ou allaient à l'école, elle répétait pour la BBC, enregistrait en studio ou tournait à l'étranger. J'ai grandi sous les projecteurs, pas dans une cour de récréation, confiera-t-elle dans ses mémoires. Cette distance émotionnelle marque sa jeunesse et influence ses relations futures. J'avais l'impression d'être une étrangère dans le monde réel, dira-t-elle en 2010. Cette solitude, masquée par son sourire radieux, devient une ombre persistante, même au sommet de sa gloire. En 1957, une invitation à l'émission Musicorama à Paris change sa trajectoire. Petula rencontre Claude Wolff, responsable des relations publiques chez Vogue Records. Réservé, intelligent et éloigné du tumulte du show-business, Claude lui offre une stabilité nouvelle. Il n'était pas un artiste, mais il comprenait mon âme, dira-t-elle. Leur relation évolue lentement, à l'abri des regards. En 1961, ils se marient et s'installent à Genève, en Suisse, loin des paparazzis. Ensemble, ils ont 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. La maternité était mon refuge, mais aussi ma plus grande épreuve, confiera-t-elle, révélant les tensions entre sa vie familiale et sa carrière. En 1964, Petula Clark atteint l'apogée avec Downtown, une composition de Tony Hatch qui capture l'effervescence des années 1960. Numéro 1 aux États-Unis et dans plusieurs pays, la chanson devient un hymne universel, invitant à l'évasion et à l'optimisme. Downtown était une explosion de vie, un appel à rêver grand, dira-t-elle. Le single lui vaut une reconnaissance mondiale, la plaçant aux côtés des Beatles et des Rolling Stones dans la British Invasion. D'autres succès suivent, In a Place, My Love et Don't Sleep in the Subway, consolidant sa place dans les hit-parades. Mais derrière les ovations, Petula lutte pour concilier sa carrière et sa vie de mère. À une époque où les femmes sont rarement encouragées à jongler entre ambition et maternité, elle fait figure d'exception. Je voulais être là pour mes enfants, mais la scène me rappelait sans cesse, avouera-t-elle. Les anniversaires manqués, les vacances annulées et les longues tournées laissent des traces. Mes enfants ont grandi avec une mère souvent absente, et je porterai toujours ce regret, confiera-t-elle dans une interview émouvante en 2013. Cette culpabilité devient une constante, bien qu'elle la dissimule derrière son professionnalisme. Petula s'investit également dans l'écriture et la production, collaborant avec des compositeurs comme Tony Hatch et Charles Aznavour. Ses albums des années 1960, comme Colour My World et These Are My Songs, mélange pop enjoué et ballade introspective, révélant une artiste en quête d'authenticité. Je ne voulais pas seulement chanter des tubes, je voulais raconter des histoires, dira-t-elle. Cette approche, à la fois commerciale et personnelle, renforce son statut d'icône polyvalente. Avant Claude Wolff, Petula connaît une première histoire d'amour avec Joe, Monsieur Piano, Henderson, un pianiste talentueux et charmeur. Leur collaboration dans l'émission Pay End Monsieur Piano à la BBC dans les années 1950 crée une alchimie musicale indéniable. Leur complicité à l'antenne, empreinte de chaleur et de tension sous-jacente, alimente les rumeurs d'une romance. Joe était plus qu'un partenaire, il était mon refuge créatif, dira-t-elle. Les tabloïds spéculent sur des fiançailles, mais des fissures apparaissent. Henderson, bien que brillant, se sent éclipsé par l'ascension fulgurante de Petula, qui enregistre en plusieurs langues et attire des offres internationales. Je ne voulais pas être Monsieur Petula Clark, confiera-t-il plus tard, révélant une insécurité qui fragilise leur relation. La rupture, discrète, est dévastatrice pour Petula. Perdre Joe, c'était perdre une partie de mon monde, dira-t-elle. Ils continuent de travailler ensemble un temps, mais la magie s'estompe. En 1960, Henderson sort There's Nothing More to Say, une ballade mélancolique que Petula inclut dans son album In Other World, comme un hommage silencieux. C'était ma façon de lui dire adieu sans mots, confiera-t-elle. Cette perte marque un tournant, renforçant son désir de trouver une stabilité émotionnelle loin du tumulte de la célébrité. Dans les années 1960, alors que la British Invasion propulse les Beatles et les Rolling Stones, Petula Clark choisit une voie différente. Installée à Genève avec Claude Wolff, elle s'éloigne du chaos londonien pour une vie plus calme. La Suisse était mon sanctuaire, un endroit où je pouvais respirer, dira-t-elle. Elle devient une star en France, enregistrant des succès comme Cœur blessé, Yaya Twist et Chariot, adaptés en anglais sous le titre You Will Follow Him par Little Peggy Marsh.
Son accent impeccable et son charisme font d'elle une figure chérie, côtoyant Charles Aznavour et Serge Gainsbourg. Les Français m'ont adoptée comme l'une des leurs, et j'ai aimé leur rendre cet amour, dira-t-elle. Petula refuse de se plier aux attentes de l'industrie. Elle décline les interviews, évite les scandales et protège jalousement son intimité. Je ne voulais pas être une marionnette des tabloïds, expliquera-t-elle. Depuis sa maison près du lac Léman, elle élève ses enfants et passe ses week-ends dans un chalet isolé dans les Alpes françaises. C'était ma bulle, loin des flashs, confiera-t-elle. Elle enregistre en italien, allemand et espagnol, se produisant à Rome, Berlin, Madrid et Bruxelles, bâtissant un empire musical sans chercher l'approbation des classements anglo-saxons. Je chantais pour les gens, pas pour les chiffres, dira-t-elle. Cette période marque également son engagement dans des causes humanitaires. Inspirée par son expérience de la guerre, elle soutient des organisations comme l'UNICEF, visitant des orphelinats et chantant pour des enfants défavorisés. J'ai vu la guerre voler l'enfance de tant de gens. Je voulais redonner un peu d'espoir, confiera-t-elle. Ses actions, souvent discrètes, reflètent sa volonté de donner un sens à sa célébrité. En 1968, Petula Clark fait face à une controverse inattendue lors de l'enregistrement de son émission spéciale Petula sur NBC, avec Harry Belafonte comme invité. Pendant leur duo sur On the Path of Glory, un chant spirituel sur l'unité et la justice, Petula, émue, pose doucement sa main sur le bras de Belafonte. Chrysler, le sponsor, s'y oppose, arguant qu'une femme blanche touchant un homme noir à la télévision pourrait choquer le public sudiste et nuire aux ventes. J'étais horrifié. C'était un geste humain, un moment de connexion, dira-t-elle. Petula et Claude Wolff refusent de modifier la scène. Ce sera diffusé tel quel, ou pas du tout, déclare-t-il avec fermeté. Chrysler cède, et l'émission marque l'histoire comme le premier refus de censure télévisée pour un contact interracial. Les défenseurs des droits civiques saluent son courage, et Belafonte décrira ce moment comme « une solidarité muette qui parlait plus fort que les mots ». Mais le revers est sévère, plusieurs chaînes américaines l'écartent subtilement, et sa visibilité aux États-Unis diminue. J'ai appris que même la musique ne pouvait pas tout transcender, confiera-t-elle. Cet épisode la rend plus prudente, renforçant son besoin de contrôler son image et de protéger sa carrière. Dans les années 1970, alors que les succès pop ralentissent, Petula se tourne vers le théâtre, un médium qui lui offre une profondeur émotionnelle nouvelle. Sur scène, je pouvais être quelqu'un d'autre, pas juste la star de Downtown, dira-t-elle. Elle brille dans The Sound of Music, où elle incarne Maria avec une tendresse nourrie par son expérience de mère, et dans Sunset Boulevard, où elle donne vie à Norma Desmond, une star déchue, avec une intensité qui reflète ses propres luttes. Norma était un miroir, une femme qui avait tout donné à son art, confiera-t-elle. Le théâtre devient son refuge. Contrairement aux hits éphémères, il lui permet de raconter des histoires complexes. Elle joue dans Blood Brothers et d'autres comédies musicales, collaborant avec des compositeurs français pour des albums mêlant chansons, ballades et airs dramatiques. Le théâtre m'a ancré, m'a donné un sens, dira-t-elle. Les spectateurs ressentent son authenticité, et son public, fidèle, la suit dans cette nouvelle phase. Elle continue d'écrire, explorant des genres variés et collaborant avec des artistes comme Charles Aznavour. Je ne cherchais plus les classements, je cherchais la vérité, expliquera-t-elle. Malgré ses triomphes, la vie personnelle de Petula est marquée par des sacrifices. Son mariage avec Claude Wolff, bien que durable, perd son essence romantique au fil des décennies. En 2013, elle révèle discrètement leur séparation émotionnelle, bien qu'ils restent liés par leur famille. Claude décède en mars 2024, peu avant le 92e anniversaire de Petula. Nous avons construit une vie ensemble, mais l'amour s'est transformé avec le temps, dira-t-elle avec une sérénité teintée de regret. La maternité reste sa plus grande source de culpabilité. Les longues tournées et les obligations professionnelles l'éloignent de ses enfants, Barbara, Catherine et Patrick. J'ai manqué leurs pièces d'école, leurs anniversaires, leurs moments de joie et de peine, confiera-t-elle. Cette tension la hante, et elle se demande souvent ce qu'aurait été sa vie si elle avait ralenti. J'ai donné mon cœur à la musique, mais une partie est restée avec mes enfants, dira-t-elle. Malgré ses regrets, elle reste proche de ses enfants, qui ont grandi en respectant son dévouement à l'art. Même dans ses 80 et 90 ans, Petula Clark refuse de s'arrêter.
En 2018, elle rejoint la production londonienne de Mary Poppins, interprétant Feed the Birds avec une émotion qui touche toutes les générations. Cette chanson parle d'espoir, de soins, des choses simples qui comptent, dira-t-elle. Les applaudissements saluent non seulement sa voix, toujours intacte, mais aussi sa dignité et son endurance face aux pressions de l'industrie. J'ai survécu en restant fidèle à moi-même, confiera-t-elle. Petula continue d'écrire et d'enregistrer, collaborant avec des artistes contemporains et explorant des genres variés. Son répertoire, qui compte plus de 1000 chansons, témoigne de sa polyvalence et de son amour pour la musique. À 92 ans, elle vit dans un appartement modeste à Chelsea, à Londres, tout en conservant son chalet suisse et sa maison à Genève. Je n'ai plus rien à prouver. Je chante pour moi, pour l'amour de l'art, dira-t-elle. Ses concerts, bien que moins fréquents, attirent toujours des foules admiratives, et ses albums récents, comme Vue d'ici, 2018, montrent une artiste toujours en évolution. Petula Clark a illuminé le monde avec sa voix, de l'enfant star chantant sous les bombes à l'icône pop de Downtown. Mais derrière les mélodies, elle a porté le poids d'une vie de sacrifice. Une enfance volée par la guerre, un amour brisé avec Joe Henderson, une famille aimée mais souvent distante, et un geste courageux en 1968 qui a redéfini sa carrière. À 92 ans, elle se révèle enfin, non pas comme une star intouchable, mais comme une femme en quête d'équilibre entre l'art et l'intimité. Quelle est ta chanson préférée de Petula, mon pote? Son courage face à la censure en 1968 ou sa tendresse dans The Sound of Music t'ont-ils marqué? Partage tes souvenirs en commentaire, et likeur, abonnez-vous et activez la cloche pour explorer d'autres histoires derrière les légendes. Merci de nous avoir rejoints sur Hollywood Inside.